Bonjour à tous. Je m'appelle Emmanuel Chazard, je suis maître de conférence en médecine, plus précisément en santé publique, côté informatique médicale et biostatistique. Nous allons parler durant cette session de réutilisation des données issues des bases de données hospitalières ou alors des dispositifs médicaux. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la réutilisation de données ou data reuse ? Nous verrons par la suite qu'il y a une confusion avec le terme de big data qui, lui, ne décrit que la taille des données. Le data reuse, c'est le fait de réutiliser des données pour une finalité qui n'est pas celle de leur recueil initial. Autrefois, quand je dis autrefois, c'était il y a 10 ans et plus seulement, lorsqu'on avait une question scientifique, par exemple, quels sont les facteurs de risque associés à une hémorragie sous antivitamine K, on bâtissait une étude ad hoc pour répondre à cette question. On réalisait un nouveau recueil de données et par l'analyse de ces données, on répondait à la question. Alors évidemment, cette approche permet de répondre très précisément à la question qu'on se pose. Néanmoins, elle a de nombreux inconvénients, comme celle de requérir beaucoup de temps, d'être extrêmement cher, d'obtenir les résultats tard, et comme en général on réalise cela sur un faible nombre d'individus, la puissance statistique est faible. Et à côté de cela, on a des cimetières de données qui ne sont pas valorisés. Le data reuse, lui, consiste à se dire, il existe certainement, pour une autre raison, des données qui sont déjà là, qui sont recueillies en routine au fil des activités transactionnelles. Par exemple, chaque hospitalisation de patient, chaque passage en caisse au supermarché, etc. Et donc, ces processus ont permis de collecter des données qui ont déjà été utilisées une première fois. Mais lorsqu'on a une question scientifique, eh bien, on peut essayer de réutiliser ces données, les réarranger pour répondre à la question. Alors cette approche est une approche low cost, elle permet d'obtenir très rapidement des résultats sur des bases de données de taille monstrueuse. Par exemple, dans les bases de données du PMSI, il y a 17 millions de séjours chaque année qui sont disponibles, il suffit de les acheter. En revanche, elle a deux inconvénients. Le premier, c'est qu'on ne répond pas toujours parfaitement à la question. Et le deuxième, c'est que ça pose des problèmes méthodologiques particuliers. Ce processus existe déjà depuis plusieurs décennies dans le domaine de l'assurance. Par exemple, lorsque le service commercial recrute un nouveau client, c'est ce qui est mentionné ici en haut à gauche, on constitue des données relatives au client, ses coordonnées bancaires, sa démographie, etc. Deuxièmement, lorsque ce client, chaque année ou chaque mois, paie ses primes d'assurance, on alimente des bases de données de recettes. Et troisièmement, lorsque par malheur ce client a un accident de voiture, eh bien on recueille des données sur sa sinistralité afin de résoudre le sinistre. Mais dans un deuxième temps, lorsque M. Smith souhaite faire assurer sa Peugeot 205 GTI rouge, eh bien on va pouvoir réutiliser toutes ces données-là pour calculer des modèles prédictifs de risque. Et en analysant les données de sinistralité et de recettes de personnes qui sont identifiées comme étant similaires de par leurs critères démographiques et par leur véhicule, eh bien on pourra déduire que M. Smith doit payer une prime d'assurance élevée, parce qu'il a un risque individuel qui est élevé. Alors évidemment, pour lui, c'est sans doute faux, mais pour un groupe de personnes qui lui sont homogènes, cela devient vrai. Inversement, une dame de 40 ans qui conduit une voiture de couleur noire aura une prime d'assurance très faible. Tout simplement parce que son risque individuel est plus faible. L'idée, naturellement, c'est de faire la même chose dans le domaine de la santé, ce qui est sous-réalisé sans doute aujourd'hui. Puisque finalement, dans le domaine de la santé, chaque fois qu'un patient est hospitalisé, comme vous le voyez en haut à gauche, on collecte tout d'abord des informations liées à sa démographie, à sa couverture assurantielle. Deuxièmement, chaque fois qu'on prescrit un médicament pour ce patient, dans les hôpitaux dans lesquels la prescription est informatisée naturellement, on recueille automatiquement des informations sur les médicaments prescrits. Troisièmement, chaque fois qu'on fait un prélèvement sanguin sur ce patient pour mesurer sa glycémie, son taux de potassium, son nombre de globules rouges, etc., eh bien, on collecte automatiquement autant d'informations. C'est une collecte sans effort, puisque dans le cas de la biologie, c'est l'automate qui inscrit les données en base de données. Dans le cas du médicament, la saisie du médicament sur le poste est la façon normale de prescrire le médicament lorsque l'hôpital est informatisé. Et enfin, dans un quatrième temps, lorsque le patient sort, on a l'obligation aujourd'hui de coder ses diagnostics et ses actes. Par exemple, K36.9 appendicite, en CIM10, c'est le nom de la classification, HHFA 001, acte d'appendicectomie par voie iliaque.
Ces informations sont déjà collectées puisque c'est la seule façon qu'on ait de se faire payer par la sécurité sociale. Eh bien, maintenant, lorsqu'on a une question scientifique, par exemple, y a-t-il dans cet hôpital des effets indésirables du médicament? Deuxièmement, est-ce que les procédures de soins, les recommandations sont correctement appliquées? Troisièmement, est-ce qu'on peut prédire la durée de séjour? Eh bien, face à toutes ces questions, on va pouvoir réutiliser toutes ces données en les combinant entre elles pour répondre de façon plus ou moins certaine à la question. Sans doute de façon moins certaine qu'avec une étude bâtie pour l'occasion, néanmoins, on va pouvoir balayer des centaines de milliers de séjours en quelques minutes de screening. Donc évidemment, c'est une approche très intéressante. Alors, les big data, je vous disais, ça n'est pas le data reuse. Il y a du big data sans réutilisation de données, par exemple dans le domaine des omics, les genomics, protéomics, métabolomics, etc. Et inversement, on peut faire de la réutilisation de données sans être forcément big data, sur quelques milliers de patients. Néanmoins, généralement, dans l'esprit collectif, les deux mots sont associés au tel point que des gens parlent du big data en parlant de la réutilisation de données. Si on parle du big data stricto sensu, c'est donc le fait d'avoir des données de grande dimension. Mais la grande dimension peut s'entendre à travers 5 dimensions, si je puis dire, au sens littéraire du terme. Premièrement, naturellement, on pense tous au cas où l'on a beaucoup d'individus dans la base de données. Beaucoup de lignes ici sur le tableau. Deuxièmement, on peut également avoir beaucoup de variables pour un individu donné. C'est le cas notamment en génomique, en protéomique, etc. Mais troisièmement, et ça c'est un problème particulier en santé qui ne se retrouve pas dans la sidérurgie, dans la banque, dans l'assurance, c'est que pour certaines variables dites qualitatives, il y a parfois beaucoup de modalités différentes. Si je prends l'exemple des diagnostics en SIM10, dont vous voyez ici des codes, il y a 32 000 valeurs possibles différentes. Mais il y a pire que ça, c'est que une personne peut avoir plusieurs diagnostics en même temps. Et donc on a aussi plusieurs tables avec plusieurs relations. Et enfin, 5e élément de la grande dimension des données, qui informatiquement est similaire au précédent, mais conceptuellement différent, c'est que certaines variables sont mesurées plusieurs fois. Et donc, par exemple, pour la glycémie d'un patient diabétique, on a facilement 6 ou 8 mesures par jour. Donc, sur 10 jours d'hospitalisation, ça fait 60 à 80 mesures du même paramètre. Alors, l'ensemble de ces dimensions de la grandeur ne sont pas compatibles avec les analyses statistiques habituelles. Alors, où est maintenant, selon nous, en tout cas d'après notre expérience, le secret d'un bon data reuse? Beaucoup de gens pensent que c'est dans le choix des méthodes statistiques. En fait, pas du tout. On pourrait faire un excellent data reuse avec des méthodes très basiques, comme des key2, répétées en boucle. Ça marcherait tout à fait. La méthode statistique n'est pas, à notre avis, en tout cas, le point bloquant. On pourrait parler des difficultés d'interprétation des résultats, mais les statisticiens sont bien rodés à ces problèmes d'inflation, de risque alpha, etc. Donc passons. Un point qui est rarement décrit et qui pourtant, à notre avis, est un point critique dans la réutilisation des données, c'est la transformation des données. Comment passer d'une base transactionnelle à une base décisionnelle, une base complexe dans 5 dimensions, à une base toute simple, toute propre. Vous savez, celle qu'on voit dans les livres de statistiques où il y a toujours une seule ligne par patient et toujours une seule colonne par variable, ce qui ne correspond pas à la vraie vie, bien sûr. C'est là que se situe le point critique et je vais l'illustrer avec un exemple de réduction d'informations. Donc si on revient au schéma avec les 5 dimensions de la grandeur d'une base de données, je vous illustre ici que le fait d'avoir beaucoup d'individus n'est pas du tout gênant au niveau statistique. Le fait d'avoir beaucoup de variables est compatible avec beaucoup de méthodes statistiques. Pas toutes, mais beaucoup. Par contre, les 3 autres dimensions de la grandeur sont totalement incompatibles avec les traitements statistiques. Totalement. Et donc, l'agrégation de données a pour finalité de faire disparaître ces 3 dimensions-là. Voici un exemple avec des hernies digestives. Vous avez ici 2 patients, le patient numéro 123 et le patient numéro 528, qui ont chacun 2 actes. Le premier, un acte de traitement bilatéral de hernie inguinale et un prélèvement de sang artériel. Et le deuxième a également un acte de traitement de hernie abdominale cette fois-ci et une radio du thorax. Admettons qu'on s'intéresse aux hernies digestives. On va transformer ces données comme suit. Tout d'abord, les 2e et 4e actes ici ne nous intéressent pas, on va tout simplement les évincer. Autrement dit, ne pas les mapper. Pour ce qui est des 2 autres actes qui sont décrits tels quels, en réalité, il y a des attributs implicitement liés.
Et pour la méthode statistique, si on veut avoir un message qui ressemble à quelque chose, ce sont ces attributs-là qu'il faudra analyser et non le code initial. Et par exemple, on pourra dire que le premier a une hernie de type inguinal alors que le deuxième a une hernie de type abdominal, que le premier n'a pas de pose de prothèse alors que le deuxième en a une, que le premier a un abord par vidéochirurgie alors que le deuxième a un abord par laparoscopie, et enfin que le premier a une hernie bilatérale alors que le deuxième a une hernie unilatérale. Et donc vous voyez qu'on a remplacé les codes par des variables qui paraissent assez simples comme ça, mais qui sont liées de façon très dure évidemment, par ce qu'on appelle un mapping. Alors pour réaliser ce mapping, il faut connaître les codes. Et là, par exemple, on peut prendre les 18 codes de hernie, et pour chaque code, on peut décrire un type abdominal, inguinal ou autre, une prothèse avec ou sans, une approche directe, laparoscopie, inguinale, vidéochirurgie, etc. Et enfin, un côté bilatéral ou non. Et donc on décrit un mapping, et on va ainsi transformer les codes en des variables plus simples, mais qui portent un sens. On transforme en fait les données en informations. C'est une façon caricaturale de le dire. Mais à partir de l'information, les méthodes statistiques peuvent travailler. Avec les données brutes, elles ne le peuvent pas généralement. Et alors le point le plus important, et je ne fais que l'illustrer à travers toute cette présentation, c'est que cette transformation, elle est cruciale. Premièrement, elle nécessite de bien connaître les données sur lesquelles on travaille, donc une expertise médicale pour cet exemple précis, une expertise bancaire ou sidérurgique dans d'autres cas. Mais surtout, elle nécessite de comprendre la finalité du traitement et le fonctionnement des méthodes statistiques après. Parce que là, j'ai fait cette transformation parce que je m'intéressais précisément à la chirurgie inguinale. Mais si mon sujet d'étude, c'est l'effet indésirable du médicament, je n'en ai rien à faire de connaître la voie d'abord. Autrement dit, je vais m'intéresser cette fois-ci à des interventions chirurgicales qui touchent le foie et le rein, parce que je sais que le foie et le rein métabolisent des médicaments. Mais le fait que l'abord soit par voie inguinale ou par la parotomie, je n'en ai strictement rien à faire. Par contre, je saurais implicitement que derrière ces chirurgies, il y a de l'anesthésie. Or, l'anesthésie se fait avec des médicaments, et donc je vais mapper l'action d'anesthésie générale. Si je m'intéresse à la thrombose, de la même manière, je m'intéresserai plus au fait qu'il y ait oui ou non une prothèse, mais le fait que ce soit uni ou bilatéral n'aura peut-être pas d'importance. Et donc il y a toute cette connaissance implicite très très forte qui est nécessaire pour faire une bonne réduction de données. Et c'est sans doute le point le plus difficile et qui exige une collaboration étroite entre data manager, premièrement, deuxièmement, statisticiens en aval, et troisièmement, des gens du métier pour connaître les données, pour comprendre ce qu'on va en faire après. Je vais maintenant vous montrer 3 exemples de réutilisation de données. Le premier concerne la durée de séjour des patients hospitalisés. Alors partout à travers le monde, surtout dans les pays qui ont un financement des soins comparables au nôtre, les hôpitaux cherchent à réduire la durée de séjour des patients afin d'optimiser la relation entre recettes et dépenses, mais également pour diminuer des complications liées à l'hospitalisation, les infections urinaires, les thromboses, les escarres, etc. Il existe des solutions plus ou moins complexes, et notre pari est que parfois, simplement, en prédisant cette durée, eh bien, on pourrait la réduire. Un exemple simple, vous avez ici Madame Dupont qui est hospitalisée le mercredi et qui sort le vendredi, tout va bien. Monsieur Martin est hospitalisé le même jour, mais lui, il est prêt à sortir le samedi. Eh bien, cela vous surprendra peut-être, mais dans la plupart des hôpitaux publics français, il n'y a pas de sortie le samedi. Et donc, ce monsieur ne restera pas un jour de plus, mais au total 3 jours de plus, dont 2 jours totalement inutiles et totalement injustifiables. Eh bien, si on avait su que ce monsieur avait dû rester 3 jours, c'est-à-dire 4 journées, on l'aurait fait entrer un jour plus tôt, ou alors 2 jours plus tard. Et à ce moment-là, il serait resté au total 2 jours de moins. C'est le pari de cette application. Et donc, on a analysé une base nationale des séjours du PMSI qui contient 17 millions de séjours par an. On l'a d'ailleurs sur 5 années. Cette base contient des diagnostics et des codes et des actes déjà codés, ainsi que les informations démographiques. Et on a recherché de façon automatique, par machine learning, les déterminants de la durée de séjour. Et une fois cela fait, on a bâti comme ça des règles de prédiction qu'on a pu réinjecter dans un site web tout simple de prédiction de la durée de séjour, un site web destiné aux secrétaires qui planifient les séjours. Alors voici l'utilisation du produit avec un cas d'usage. Le médecin demande à ses secrétaires de contacter les patients du mois de mai, on est le 1er avril, pour planifier leur hospitalisation. La secrétaire répond « oui, monsieur ».
Et donc, le médecin dit, faites bien attention parce que, comme vous le savez, il n'y aura pas de sortie le week-end. Donc, faites en sorte que les patients puissent sortir avant ou après le week-end, mais pas pendant, sinon ils resteront trop longtemps. Et la secrétaire lui répond, très bien, je vais chercher le meilleur jour d'admission en fonction des informations de ce patient. Commençons donc par Monsieur Dupont, âgé de 62 ans. On choisit une base de données, on choisit un type de prise en charge, ici il n'y a pour l'instant que les hernies ombilicales et crurales. Et voyez qu'un formulaire très simple se présente avec seulement 5 questions. Ce sont les questions qui sont les plus discriminantes en termes de durée de séjour, découvertes automatiquement. Le formulaire se met à jour automatiquement, d'ailleurs, en fonction du contexte. Donc on peut avoir des questions très différentes. Donc là, c'est un patient de 62 ans, sans occlusion ni gangrène, qui sera opéré un autre jour que le jour de l'admission, sans prothèse, par le médecin numéro 5. Immédiatement, vous avez une prédiction de la durée de séjour. Donc 4 journées avec 25% de chance, 5 journées avec 29%, 6 jours avec 25%. Mais surtout, de façon plus simple, il y a en dessous une aide à la décision sur la planification. Vous avez des jours d'admission qui sont proposés en bas, avec une couleur, vert lorsqu'on perdra peu de temps à cause des week-ends, et rouge lorsqu'on perdra beaucoup de temps à cause des week-ends. Et vous avez ici une espérance mathématique du nombre de jours perdus, autrement dit, le nombre de jours perdus en moyenne. Donc 0,4 jours pour le jeudi 25 avril par exemple, et on monte à 1 jour pour 0,9 jours mettons pour le mardi 30. En descendant sur le mois de mai, vous voyez la catastrophe des ponts à la française, puisque l'application tient compte des jours fériés et des ponts qui peuvent en résulter. Alors évidemment, pour d'autres patients, comme on aura d'autres durées de séjour, les jours qui apparaissent ici en rouge pourraient apparaître en vert pour d'autres patients, c'est là tout l'intérêt de l'application. Alors tout ça s'appuie sur des statistiques qui identifient automatiquement 6 groupes. Vous voyez que les groupes ici ont des durées de séjour très différentes. Et tout ça se met à jour de façon automatique au fur et à mesure que les pratiques évoluent et que donc les déterminants des durées de séjour se modifient également. Un deuxième exemple, c'est la détection automatisée des effets indésirables du médicament. Les effets indésirables du médicament tueraient aux États-Unis 98 000 personnes par an et en France 15 000 personnes par an, c'est-à-dire 4 fois plus que la route. Heureusement que les journalistes n'en ont pas conscience, sinon on n'entendrait parler que de cela. C'est quand même énorme, 15 000 morts par an. Et donc la meilleure façon de les prévenir, c'est de mettre en place des alertes et des formations, mais pour cela, il faut améliorer la connaissance sur les effets indésirables eux-mêmes. Or aujourd'hui, la méthode de référence pour recenser ces événements indésirables, c'est la déclaration spontanée de la part des professionnels de santé. C'est la méthode de référence. Eh bien, sachez que si l'on prend les effets indésirables graves, seulement 5% d'entre eux sont déclarés. Les effets qui ne sont pas graves ou pas rares sont déclarés sans doute plutôt entre 0 et 1%. Donc c'est pas avec ça qu'on va se tenir au courant des vraies probabilités d'effets indésirables. La méthode de référence pour connaître cette fois-ci les vrais taux d'incidence et de prévalence, c'est la fouille de dossiers par des médecins. Mais sachant qu'il faut 30 à 40 minutes par dossier patient pour évincer la possibilité d'un effet indésirable, premièrement. Et deuxièmement, que chaque effet indésirable individuellement est très rare, eh bien, vous voyez qu'on peut dépenser des centaines de milliers d'euros sans trouver grand-chose de très intéressant. Donc notre pari ici, c'était de fouiller automatiquement ces dossiers avec des méthodes de data mining, de fouille de données automatisées, basées sur des méthodes qu'on peut appeler d'intelligence artificielle, pour découvrir automatiquement ces cas, et ensuite les faire valider par des experts. Voici la représentation schématique de ce que peut contenir un dossier patient informatisé. Vous avez sur la gauche des informations administratives, le sexe, l'âge, puis des codes de diagnostic codés en SIM10 comme I10, hypertension artérielle, des codes d'actes codés en SIM10 comme FELF001 pour la transfusion sanguine. Puis vous avez énormément de documents en texte libre qu'on considère généralement comme étant peu utilisables en screening, bien qu'il existe des méthodes. Et enfin, sur la droite, vous avez des médicaments administrés et puis des résultats de biologie. Alors, dans cet exemple-là, à aucun moment il n'est écrit « Tiens, il y a un effet indésirable ». Ça n'est jamais codé. Jamais. Même si c'est théoriquement possible, ça n'est pas fait. Par contre, lorsqu'un médecin voit cela, il peut dire « C'est quand même suspect ici. Je vois que c'est un patient qui a un antivitamine K, ici, là, donc un anticoagulant.
Comme par hasard, il y a une élévation de l'INR, autrement dit un risque hémorragique, comme par hasard suivi par une diminution de l'hémoglobine, autrement dit peut-être une hémorragie. C'est suspect, c'est peut-être un effet indésirable du médicament. Et j'en ai une quasi-certitude ici parce que je vois que l'hémoglobine remonte quand des culots globulaires sont administrés. On voit également la transfusion ici, à gauche. Et le médecin l'a bien compris puisqu'il a arrêté l'antivitamine K ici pour introduire son antidote, la vitamine K. Donc tous ces indices me disent qu'il y a peut-être un effet indésirable du médicament. Et bien pourtant, ça n'était écrit nulle part. Et donc c'est à partir de ce genre d'indices en fait qu'on va pouvoir détecter automatiquement les effets indésirables. Donc on a analysé comme ça un jeu de 155 000 séjours danois, français et bulgares. On a construit des règles de détection des effets indésirables et on a refait tourner ces règles pour détecter les cas. Alors, un exemple de règle, si on s'intéresse à l'hyperkaliémie, trop de potassium dans le sang, ce qui peut tuer les gens par des troubles du rythme cardiaque, on peut avoir une règle qui dit s'il y a une statine et pas d'hypoalbuminémie et une inflammation, ça donne une hyperkaliémie avec une probabilité de 8%. On peut avoir une autre règle qui dira s'il y a un inhibiteur de l'enzyme de conversion, de l'angiotensine, et du potassium, à ce moment-là, on a un risque d'hyperkaliémie à 18%, par exemple. On a validé ainsi, parce qu'on a eu des milliers de règles et on les a faites filtrer et valider par des pharmacologues, puisque beaucoup étaient des associations fortuites, 236 règles validées. Et ensuite, grâce à cela, on peut détecter des cas. Alors voici un exemple ici de cas détectés par l'application, qui est présenté sous forme graphique, avec à gauche les médicaments et à droite la biologie. Et dans ce cas-là, vous voyez bien une hyperkaliémie ici au 7e jour. Et le logiciel, parmi tous les médicaments administrés, a mis sur fond rose les médicaments qui étaient peut-être incriminés dans l'hyperkaliémie. Et on voit bien ici du potassium qui est encore présent au 7e jour, qui est supprimé juste à ce moment-là. Un bêta-bloquant, un inhibiteur de l'enzyme de conversion, une statine. Ces médicaments sont connus pour pouvoir participer à une hyperkaliémie. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, on voit ici également, juste après le 7e jour, l'administration du Kayexalate, qui est un chélateur du potassium, autrement dit, si je puis dire, un antidote, en tout cas un traitement de l'hyperkaliémie. Et après, sur l'interface, donc les médecins peuvent aussi vérifier les règles qui se sont déclenchées, d'autres informations sur le patient, les diagnostics, les actes, l'âge, etc. Donc ça permet de détecter des cas, et en fait, sur les cas détectés, 1 sur 2 est un vrai cas d'effet indésirable, et c'est déjà pas mal. Donc ça fait gagner un temps fou aux pharmacologues. On peut ensuite revoir le courrier, et d'ailleurs au début on se disait tiens, on va essayer de développer des approches de text mining ou de semantic mining, la fouille de courrier. Et dans ce cas-là, d'ailleurs, si on lisait le courrier, on nous dirait en fait il y avait une hypokaliémie aux urgences et puis après tout s'est bien passé. Et donc les événements comme celui-ci sont généralement passés complètement sous silence dans les courriers. C'est la raison pour laquelle dans les pays latins en tout cas, la fouille de courrier ne donne rien. C'est moins vrai dans des pays comme le Japon ou les États-Unis. Mais en tout cas dans les pays latins, ça marche très mal. Un troisième et dernier exemple s'intéressera à la télécardiologie au Brésil. Donc on a eu l'occasion de travailler avec un centre de télécardiologie dans l'état du Minas Gerais, qui est, je crois, le deuxième état le plus riche du Brésil. Un état de 17 millions d'habitants, dont 26% de la population est concentrée dans la capitale, qui se trouve ici en haut, Belo Horizonte. Et du coup, 74% de la population est éparpillée sur un territoire qui est immense, qui est quasiment désertique, avec une densité moyenne de 25 habitants par kilomètre carré, ce qui est extrêmement faible. Les temps de transport sont très élevés sur des routes en terre battue. Vous pouvez compter une moyenne de 30 km/h à l'extérieur des villes, donc c'est pas beaucoup. Et il n'y a aucun cardiologue en dehors de la capitale. Donc 3/4 de la population ne peut pas être prise en charge en cas de maladie cardiaque. L'électrocardiogramme, c'est un examen très simple. On vous colle des électrodes sur le corps et on mesure l'activité électrique du cœur sur plusieurs dimensions. On obtient un tracé comme celui qui est en bas à droite. Alors, d'une part, il est très simple à réaliser au sens coller les électrodes et appuyer sur le bouton. D'autre part, l'interprétation de ce tracé est en réalité très complexe. Et même en France, je m'inclus dans le lot évidemment, la plupart des médecins ne peuvent pas interpréter suffisamment finement un électrocardiogramme. Les cardiologues, évidemment, le peuvent tous, naturellement. Alors, ce qui se passe dans l'état du Minas Gerais,
c'est qu'ils ont mis en place quasiment 900 centres de santé dans lesquels il y a un médecin généraliste et 2 ou 3 infirmières à chaque fois. Dans ces centres de santé qui sont à proximité du lieu de vie des patients, on peut faire réaliser un ECG. L'ECG est transmis ensuite par Internet et ils sont centralisés à un seul endroit pour l'ensemble des 17 millions d'habitants. Un seul endroit pour interpréter l'ECG. C'est le centre de télésanté de Belo Horizonte, dans lequel il y a chaque jour 3 cardiologues de garde. Et ces cardiologues interprètent à la chaîne des ECG, puisqu'ils interprètent en moyenne 1000 ECG par jour. C'est énorme. Le délai moyen est de 3 heures pour avoir une réponse. Alors ces ECG sont pour la plupart du temps envoyés pendant les heures de bureau, comme vous le voyez à gauche, et ils sont interprétés, rédaction du courrier y compris, en moins d'1 minute pour la grande majorité d'entre eux. Ce qui est assez impressionnant. Cela s'explique parce que plus de la moitié des ECG sont strictement normaux. Et oui, il s'agit d'ECG faits en soins primaires, pas aux urgences. Le problème qu'il y a, c'est que 1000 ECG par jour, on ne peut pas faire plus, et pourtant, toute la population n'est pas encore couverte. Et on n'arrive pas, dans ce centre, à recruter un 4e cardiologue. On a déjà un pool de cardiologues qui tourne tout le temps. Donc, il va y avoir un problème de saturation au fur et à mesure que le service va se déployer. Alors, on s'est posé 3 questions, puisqu'il existe des produits qui prétendent analyser automatiquement les ECG. Premièrement, est-ce qu'on peut analyser automatiquement les ECG ? Deuxièmement, si jamais ce n'est pas le cas, est-ce qu'au moins on pourrait identifier automatiquement les ECG normaux pour les évincer de la liste d'attente? Et troisièmement, si jamais ça ne marche pas, est-ce qu'on pourrait au moins trier les ECG par ordre de gravité, puisqu'on a remarqué que les médecins généralistes brésiliens n'étaient pas capables d'identifier les situations urgentes des situations non urgentes. Les infarctus, par exemple, sont quasiment jamais signalés en étant des ECG urgents, donc c'est un peu un problème. Alors pour ça, on s'est dit, on va tester un logiciel existant, puisque tous les logiciels prétendent avoir d'excellents résultats, allons-y. Alors on a pris la base de données de 1,3 million d'ECG qui avait été collectée en routine, donc on est vraiment sur du data reuse. On a tiré au sort 900 ECG sur cela, sur lequel on a fait tourner le Glasgow University Interpreter, qui est un programme qui a bonne presse dans l'interprétation automatique. Et puis on a demandé à 3 cardiologues de revoir ensemble ces ECG, enfin plutôt séquentiellement, pour faire ce qu'on appelle un gold standard, c'est-à-dire le diagnostic parfait de l'ECG. Et ensuite on a simplement regardé si le programme avait trouvé la même chose que les 3 cardiologues. Les résultats sont présentés ici. Pour chaque maladie, vous avez un coefficient qui va entre 0% pour un désaccord complet et 100% pour un bon accord. Et vous voyez que finalement, ces taux sont quand même assez mauvais. Par exemple, pour l'infarctus, que je le retrouve, on n'est qu'à 26,7%. C'est pas suffisant, évidemment, pour utiliser le logiciel. Et sur la fibrillation auriculaire, qui est un trouble, si on prend tous les gens de la salle, on vous fait une formation de 30 minutes, vous êtes tous capables de détecter une fibrillation auriculaire, sans exception. Eh bien, la machine n'y arrive qu'avec 66% de bons résultats. Un coefficient kappa de 0,66. Donc évidemment, ça ne peut pas être utilisé. Alors, si je vous donne cette 3e application, parce que finalement on n'a pas pu faire de data reuse avec, c'est pour vous dire que tout doit être évalué, mais évalué de façon scientifique. Parce que finalement, ce qui est quand même étrange, c'est que quand on lit la littérature, tous ces programmes ont d'excellents résultats dans les évaluations. Mais on a regardé pourquoi ils avaient d'excellents résultats, on s'est rendu compte que c'était faux. Ces programmes ne fonctionnent pas bien, quels qu'ils soient. Parce que dans les études, il y en a qui, c'est écrit en tout petit, n'analysent pas des vrais ECG, mais des ECG générés par des machines. Donc forcément, ça marche bien. Il y en a beaucoup qui présentent le coefficient de concordance observé. Je vous donne un exemple. Si vous avez une maladie qui se produit dans 1% des cas, si je vous demande de la diagnostiquer et que vous me dites que la personne n'est pas malade à chaque fois, parce que vous n'y connaissez rien, vous aurez déjà quasiment 98% d'accord avec un expert. Forcément, puisque la maladie n'est jamais là. Donc c'est pour ça qu'on utilise d'autres quantités que ce pourcentage d'accord. Et c'est très très malhonnête évidemment de le présenter. C'est pourtant ce qui a été fait. 3e raison, les médecins qui font l'évaluation lisent d'abord le rapport de l'ECG de l'appareil avant de dire c'est bon ou c'est pas bon. Du coup quand c'est pas vraiment, ils disent ah ouais mais c'est bon, c'est pas vraiment faux. Bon allez d'accord. Alors que quand on demande au médecin de se prononcer d'abord et qu'ensuite on compare les 2 réponses, on est beaucoup plus sévère. 4e raison, évidemment, les logiciels ont tous été évalués par leurs créateurs ou par leurs commercialisateurs.
Cinquièmement, peu de ces études ont été publiées dans des revues scientifiques. Alors, les journaux scientifiques, en fait, c'est pas juste faire un article dans Le Monde ou Le Figaro, c'est un article qui va être soumis à des scientifiques concurrents, dont vous ne connaissez pas le nom, qui vont critiquer votre travail, qui vont dire c'est bon ou c'est pas bon, qui vont exiger des modifications avant de le publier. C'est pour ça qu'on a un délai jusqu'à 18 mois entre la soumission d'un article et sa publication. Et l'article publié est forcément très bon, mais en plus il est bien meilleur que la première version puisque les concurrents ont exigé des modifications dedans. Donc ça n'a rien à voir avec une publication technique ou dans la presse. Enfin, je vais aller directement à ce qui est en bas ici. Souvent, en fait, dans ces analyses, ils s'intéressent par exemple à l'hypertrophie ventriculaire gauche et ils prennent un échantillon avec 50% de gens qui ne l'ont pas et 50% de gens qui l'ont. Mais la vraie vie, c'est pas du tout ça. C'est plutôt 50% de CG normaux, 1% de CG avec l'hypertrophie ventriculaire gauche et 49% de CG avec une autre anomalie. Alors évidemment, quand on fait l'évaluation sur le premier échantillon au lieu du deuxième, on trouve de bons résultats, mais ça n'est pas honnête. Voilà, donc c'est une des raisons pour lesquelles l'évaluation est très importante. Et malheureusement, dans l'évaluation, on ne peut pas toujours faire confiance aux gens qui l'ont faite. Je vous remercie de votre attention. Et je suis à votre disposition pour toute question. Alors, la question est très bonne, merci. Dans ce cas-là, c'est une interface à l'écran. Donc, le CG, en fait, informatiquement, c'est pas un bitmap, c'est simplement une liste de valeurs électriques, et on fait un graphique comme ça. Et donc là, c'est des cardiologues qui étaient habitués avec cette interface, qui leur permet de zoomer, de tracer automatiquement avec la souris des traits verticaux, horizontaux, etc. Donc, cette interface, il me semble qu'elle donne de meilleurs résultats que le papier pur. Alors, je vais répéter ce qui a été dit, c'était très intéressant, c'est que une étude a montré récemment qu'effectivement l'interprétation sur écran, donc sur le signal et non pas sur un bitmap finalement, sur du papier, était nettement meilleure. Voilà, c'est ça. Voilà, merci. Alors, la question est intéressante et me fait bien sourire parce que effectivement en France c'est très difficile. Et donc, l'attitude des hôpitaux, c'est d'informer dans la charte du patient hospitalisé que les données peuvent être réutilisées à des fins de recherche de façon strictement anonyme. À noter que d'ailleurs, on a dû mettre au point une méthode d'anonymisation des courriers. Donc, le problème s'est réglé comme ça, ce qui n'a pas dispensé, évidemment, d'avis de la CNIL et du CCT-IRS. Au Brésil, je suis arrivé, je voulais travailler sur la base de données, j'ai demandé un accès en lecture seule sur certains champs. Ah, c'est compliqué. Allez, on va vous donner l'accès complet en lecture et en écriture sur tous les champs. Je dis, mais je veux pas avoir les noms des patients et leur adresse. Oh, c'est compliqué. Donc voilà. Donc, ça dépend des pays. Je dois dire qu'au Brésil, ils n'ont vraiment rien à faire. Ouais.
Alors je répète, parce que c'était intéressant, merci. Vous incitez sur le problème de l'anonymisation des données, puisque les patients qui ont des pathologies ont la double peine, au sens où leur cotisation d'assurance pourrait être plus élevée que les autres. Alors c'est, on peut dire, la principale différence entre assurance privée et mutuelle. Les mutuelles s'engagent à ne pas tenir compte du risque individuel, et les assurances le font, ce qui pousse les gens jeunes, non-fumeurs, etc., à prendre des assurances privées plutôt, et les gens malades et âgés à prendre des mutuelles. Donc vous avez raison, c'est un vrai problème. Alors finalement, ce problème-là n'est pas nouveau. Le problème qui est beaucoup plus inquiétant et que vous avez soulevé à travers le problème de l'anonymisation, c'est celui de la fausse déclaration à l'assurance. Vous voulez assurer votre maison, on vous demande de remplir un formulaire comme quoi vous dites « je n'ai jamais été hospitalisé sauf pour ablation des amygdales, appendicectomie, etc. » Et il y a un cas qui est connu d'un monsieur qui a coché « non, je n'ai jamais été hospitalisé » parce qu'on lui avait, quand il était enfant, retiré des polypes nasaux. Il a estimé que c'était la même chose qu'une ablation d'amygdale. Et vraiment de bonne foi, parce que médicalement, honnêtement, ça change rien. Ce monsieur, sa maison a brûlé. L'assurance s'est rendu compte qu'il avait été hospitalisé pour des polypes nasaux. Et donc, on lui a dit, mais vous avez fraudé, monsieur. Vous avez menti lors de votre déclaration. Donc l'assurance est caduque. Et d'après le code de l'assurance français, non seulement l'assurance est caduque, mais en plus les cotisations sont perdues. C'est comme ça en France. Donc, vous avez raison, c'est un vrai problème. Alors, les données sont anonymes, mais ça n'est pas suffisant. Il y a la question des données indirectement nominatives. Si vous avez l'âge d'une personne, il y a à peu près 832 000 naissances par an en France. Donc, ça fait, mettons, 800 000 personnes. Si vous avez son sexe, ça fait plus que 400 000 personnes. Si vous avez le département, ça fait plus que 4 000 personnes. Si vous avez le jour exact de naissance, ça fait plus que 10 personnes. Si vous avez, ne serait-ce que le canton, ça fait moins d'une personne. Et donc, des données anonymes peuvent être néanmoins indirectement nominatives et ce risque est sous-estimé. Et si vous savez que votre voisin a été hospitalisé mardi, qu'il est revenu jeudi, déjà ça fait plus grand monde, hein, parce que vous avez le sexe, le code postal, les dates. Donc peut-être que vous savez pourquoi il était un peu pâle depuis quelques mois. Je vais parler des bases nationales du PMSI. C'est vrai que j'ai schématisé. En fait, il y a 3 catégories. Il y a vraiment anonyme, identifiant et indirectement nominatif. Et le problème, c'est la différenciation chez les chercheurs entre anonyme et indirectement nominatif. C'est l'intérêt de la déclaration qu'on fait à la CNIL. C'est qu'on déclare tous les champs et c'est à la CNIL d'apprécier si effectivement on n'entre pas dans l'indirectement nominatif. On est d'accord que l'anonymisation, c'est exercé par définition. Oui. Tout à fait. Mais comme on est en data reuse, on ne cherche pas à retrouver l'identité de la personne, donc c'est pas gênant. Hein, voilà. La pseudonymisation, ça a plus d'intérêt pour du texte libre. Je vais vous donner un exemple. Vous avez un courrier avec les noms et prénoms des gens, et le monsieur s'appelle Pierre Germain. Et puis vous dites, ce monsieur a un cœur de Pierre, un cœur de, et puis le mot Pierre a disparu. Bah donc vous savez qu'il s'appelait Pierre. Donc, l'anonymisation stricte, le retrait du nom et du prénom, a parfois certains dangers, c'est qu'il fait disparaître des noms communs qui permettent de deviner, du coup, le nom et le prénom, ou l'adresse. Quand vous avez les degrés de liberté du nuage qui disparaissent, vous savez que le monsieur habite boulevard de la Liberté, etc. Donc, ce problème de pseudonymisation se fait surtout dans les courriers en texte naturel, hein, moins dans les bases de données.